Voici le deuxième rendez-vous que Maurice Chevalier s'est donné à lui-même sur les écrans de la télévision française et nous donne par la même occasion. Certains ont reproché à cette émission de faire la part trop belle à un individu, quels que soient ses mérites. Mettons les choses au point. Maurice Chevalier nous intéresse pour plusieurs raisons. Premièrement, il a 72 ans et, consciemment ou non, c'est le but que nous avons tous, les avoir un jour. Deuxièmement, nous avons pensé que grâce à Maurice Chevalier, il était possible de retracer l'évolution bouleversante de notre époque dans un contexte humain. Voilà. Nous sommes en 1904, ce siècle a 4 ans, Rome n'a pas encore remplacé Sparte, Maurice Chevalier, lui, a 16 ans. Je suis le beau gosse américain, je suis précoce, j'ai l'œil coquin, je fais des caprices, j'ai l'air crâneur, des films saucisses, voici le petit roster. Non, 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 ce n'est pas ça qui me fera mettre en colère. Moi, qu'est-ce que ça peut bien me faire qu'on m'ait tout pris, même mes habits. Non, 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 j'ai le sourire et cela me suffit. Du moment que mon ventre ne fait pas de plis, ça m'est égal, je m'en fous pas mal. À la télévision française de l'époque, il y a une présentatrice qui est aussi agréable à regarder et à écouter que nos présentatrices contemporaines. Dans ce domaine-là, si l'on en croit nos parents, rien n'a évolué. Jugez-en vous-même. Oh, pardon, vous voyez, je ne savais pas que j'étais avec vous, je n'étais pas tout à fait prête. Je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi j'étais pas prête. Je vous promets, je ne vous cacherai rien. Eh bien voilà, je viens de quitter Willy et Colette qui m'avaient invité à prendre le thé chez eux. Et j'ai vu bien sûr Kiki la doucette. Mon Dieu, qu'elle est ravissante, ravissante. Vous savez, c'est leur adorable petite chatte. Et Toby Chien, quel amour aussi. Ils vont d'ailleurs écrire un livre sur eux, oui, ils m'ont confié ce projet. Vous voyez, je vous en fais part aussi, et si bien que vous les connaîtrez, vous aussi. Mais revenons à ce qui vous intéresse, c'est particulièrement, je crois, l'actualité. Là, voilà, regardons si tout va bien. Voilà, parfait. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Tout à l'heure, monsieur Antoine-Philippe Decaune vous présentera, grâce à notre futuroscope, la Gazette télévisée. Mais auparavant, j'aimerais vous parler de notre programme de la soirée de ce samedi de juillet 1904. Il commencera tout d'abord par l'émission de l'élite « Tout voir, tout savoir, tout entendre ». Après cela, vous irez au Théâtre des Nouveautés à l'occasion de la première de La main passe du jeune et déjà célèbre Georges Feydeau. Après cela, nous vous emmènerons à l'opéra pour la première également de Tristan et Iseult de Richard Wagner. Et ensuite, je ne vais rien vous cacher, ensuite, vous pleurez, j'en suis sûre, à Maman Colibri d'Henri Bataille, au Bercail d'Henri Bernstein et à l'Escalade de Maurice Donnet. Permettez-moi d'ajouter encore un petit mot. Bonne soirée. Je regarde si vous êtes là parce que s'il n'y a pas de téléspectateurs, c'est pas la peine que je me tue à faire mon travail. Ce qui est terrible à la télévision, c'est qu'on ne sait jamais s'il y a des téléspectateurs. Il y a eu une époque où il n'y en avait pas du tout, ça, on était tranquille. Et puis il y a eu une époque où il y en a eu davantage, et où on a fait des programmes. Alors il y a eu une époque où il y a eu tellement de programmes qu'il n'y a eu plus de téléspectateurs, parce qu'ils se fatiguaient. Alors aujourd'hui, on est à une période intermédiaire entre l'augmentation des programmes et l'accroissement des téléspectateurs. On ne sait jamais très bien sur quel pied danser. Mais comme il me semble qu'il y en a quand même un ou deux, il faut justifier mes maigres appointements, mais vous donner une information qui, pour moi, me laisse complètement indifférent, mais qui intéressera peut-être certains d'entre vous. On a signé l'entente cordiale, un traité avec les Anglais. Figurez-vous qu'on en parlait depuis quelque temps, déjà, ça fait des siècles qu'on parle de ce traité de paix, de cette entente cordiale. On a signé avec les Anglais, et je crois qu'il n'y a aucun peuple dans le monde avec lequel on ait signé autant de traités de paix. Tout bout de champ
de bataille, on a signé les traités de paix avec eux. Alors il fallait bien qu'on arrive à cette entente cordiale. Ce qui est ennuyeux maintenant, c'est qu'avec les Anglais, on ne va plus savoir quoi faire. On a tellement l'habitude de se battre, vous comprenez, que du jour au lendemain, l'entente cordiale, ça va quand même briser bien des habitudes. On va être obligé d'inventer le rugby, quelque chose, pour leur donner des coups et pour en recevoir. Il y a une chose qui m'inquiète, je vous le dis de vous à moi, ça, que ça ne sorte pas d'entre nous, c'est l'histoire de Jeanne d'Arc. Vous allez voir que le Vatican va la béatifier. Maintenant qu'on est amis avec les Anglais, il faut se méfier de tout le monde, vous savez, en politique internationale. Bon, ça, c'est l'année 1904. Et il y a un événement quand même qui est important que je vais vous signaler dans cette année 1904. Un Américain qui s'appelle M. Wright, un nom qui ne passera pas à la postérité car il est trop difficile à prononcer. Chez nous, l'aviation, c'est Adair. A-B-C-D, Adair. C'est facile dans les écoles. Wright, c'est pas pour nous. Bon, mais ce M. Wright, que je vous cite une fois pour toutes, a inventé le virage en aéroplane. Alors là, c'est une chose que personne ne peut comprendre chez nous. L'aviation, jusqu'ici, c'était la ligne droite. La distance la plus courte entre un point et un autre, c'était la ligne droite. Il faut qu'il arrive un Américain pour inventer le virage. À quoi ça va servir, ça, je vous le demande. Pour aller de Paris à Londres, pour aller de Paris à New York, ou pour aller de Paris à Versailles, on va se mettre à faire des virages. C'est-à-dire qu'on va doubler la distance, on va doubler les risques, et on va ennuyer tout le monde, parce que c'est la meilleure façon de se rencontrer, de faire des virages. De toute façon, les virages sont inventés en Amérique, par cet Américain-là, monsieur Machin, mais alors en France, je ne crois pas que le virage obtienne droit de cité. C'est tout pour l'année 1904. Vous voyez, c'est une année entente cordiale, all right. Pardon, monsieur Philippe-Antoine, c'est la dernière dépêche qui arrive et je voulais apporter tout de suite. Merci, Monty. La dernière dépêche de 1905. Mais ça, c'est l'information, vous savez. Ça aurait pu être la première, mais c'est la dernière de 1905. C'est toujours la dernière heure, c'est le mot le plus usité dans le langage journalistique, c'est dernière. Dernière minute, dernière seconde, dernière heure. Bon, dernière nouvelle. Le curriculum vitae de Jules Verne. Ah, quand il y a curriculum vitae, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de désagréable pour la personne en question. Né à Nantes en 1828, mort à Amiens en 1905. Ça me fait beaucoup de peine parce que j'aimais beaucoup Jules Verne, c'était un ami personnel. Ah, voilà. Tout ce qu'on dit d'une personne qui vient de disparaître, la popularité de son nom, l'honnêteté de ses œuvres, l'exquise modestie de sa vie. Il faut mourir pour qu'on parle de l'exquise modestie de votre vie. Il a ajouté un renom nouveau à la France, ça c'est une formule qu'on retrouve souvent également. Nous pouvons à juste titre nous enorgueillir d'avoir possédé un tel homme dont un savant a pu dire « Jules Verne a popularisé la science, mais il a fait mieux encore, il a prévu, il a prédit l'avenir. » Une chose qu'il n'a pas dû prévoir, c'est qu'en 1905, il partira en voyage. Pauvre Jules Verne. Ça me fait penser à une autre chose, c'est que j'avais promis à M. Verne, c'est bizarre de l'appeler M. Verne maintenant qu'il est mort, Jules Verne, disons, pas soyons familiers, je lui avais promis de partir faire le tour du monde en 80 jours pour voir si ses sources d'information ne l'avaient pas trompé et si ça se passait bien comme il l'avait décrit. Alors ce qui est promis, on n'a pas le droit de manquer à une promesse qui est faite à une personne qui vient de décéder, alors j'y vais. J'y vais, mais il faut que je pense à l'avenir et que je laisse ma succession, bien lourde, à un de mes meilleurs camarades. J'en profite car il n'est pas suspendu en ce moment, saisissons l'opportunité aux cheveux. Il s'agit de Roboald du Val d'Argé, un garçon que vous aimez bien, un garçon qui a du caractère et un garçon qui aime souvent se tenir suspendu à un fil délicat, un coup de fil quelquefois, car il suffit d'un coup de fil pour l'envoyer aux pâquerettes. Bon, moi je vais faire mon tour du monde, je vous dis au revoir, j'espère que vous serez là quand je reviendrai. J'espère que les programmes se seront améliorés pendant ce temps-là, et que vous serez plus fidèles que nombreux. Au revoir. Monsieur Antoine Philippe de Caunes, nous ayant quittés brusquement, et ayant planté là Cléo de Mérode, je suis méchante, la belle Othéro, Liade de Pougy, etc., Monsieur Antoine Philippe de Caunes, disais-je, m'a donc laissé seul avec vous, puisque Monsieur Roboald du Val d'Argé n'est pas tout à fait prêt. J'en profiterai donc pour vous dire un petit poème qu'un jeune poète de 20 ans m'a donné hier soir, et dont on peut dire, je suis même sûre, qu'il ira très loin, puisqu'il s'agit de Paul Géraldi. Ce poème a pour titre « Mauvais élève ». J'aurais voulu ne savoir pas ce qu'on trouve en suivant la route. Maître, si je ne vous écoute que d'une oreille et d'un cœur las, c'est que je préfère tout bas mon ignorance à votre doute.
Laissez-moi, l'âme ouverte toute, errer, revenir sur mes pas, boire le vent, aimer la route, et m'en coûte ce qu'il m'en coûte, avancer en ne sachant pas où va la route, où vont les pas. Paul Géraldi. Eh bien, il apparaît que les journaux télévisés de l'époque faisaient la part beaucoup moins belle que les nôtres aux manifestations officielles. Pas la moindre inauguration, pas le moindre ruban à couper, pas la moindre remise de décoration. Pour nous, c'est totalement incompréhensible. Nous allons profiter de ces lacunes-là pour revenir à Maurice Chevalier. Il a grandi. Vous savez que ce n'est qu'à partir d'un certain âge que l'on vieillit. Il a plu à Fréhel, et personne ici ne s'étonnera que Fréhel lui ait plu aussi. Mais il y avait pas, le cœur était pris. J'étais comme folle, j'étais comme saoule. Si bien que lorsqu'il l'a voulu, d'un geste, il a fait de moi sa femme. J'étais une loque, je ne pensais plus, une bête en rute sans cœur. Il a rencontré enfin et découvert sur les scènes de variété un personnage qui devait devenir le principal ornement plus tard de nos écrans de cinéma. Le grand, le terrible Jules Reynaud. Le témoin est ma sœur. Dans la salle, il y a mon neveu et ma fille. Mon cousin est mon adversaire. Et l'accusé est mon futur gendre. Ça devient une affaire de famille, c'est pourquoi je me permets de sortir des formes traditionnelles. Je n'admets pas que les parents de ces enfants, les parents qui devraient être à la place de Manu au banc des accusés, viennent parader à la barre. Quelles que soient les circonstances qui ont amené la mort de Gros Louis, le véritable coupable ne peut pas être un enfant. Les enfants ne sont jamais coupables. Ah, mais tiens, Roboald. Roboald du Val d'Argé est maintenant prêt. À vous, Roboald. Merci Jacqueline, bonsoir tout le monde. Antoine Philippe est donc parti en me laissant le soin de terminer pour vous cette année 1905. Et à la vérité, tout ce que je peux lui souhaiter, c'est de ne pas, dans son tour du monde à la recherche de Jules Verne, c'est de ne pas se promener trop du côté de Mukden, dans ces grandes plaines où, au cours de la guerre russo-japonaise, et plus particulièrement de la bataille de Mukden, les Russes viennent de laisser 100 000 hommes sur le terrain. Mais c'était en mars 1905. Nous abordons maintenant l'année 1906. C'est d'abord l'épouvantable catastrophe de Fourrières. Un coup de grisou dans une mine et 1200 victimes. La plus grande catastrophe minière de tous les temps, passé, présent, et nous le savons, nous, à la télévision, à venir, au moins jusqu'en 1960. Et que dire de ces 13 rescapés sortis des décombres après 21 jours d'apocalypse? Autre catastrophe épouvantable, on pourrait presque dire, en ce qui concerne le nombre des victimes, 40 fois plus épouvantable encore, le formidable tremblement de terre de San Francisco qui s'est produit le 18 avril de la même année 1906. Là, 40 000 morts encore, n'est-on pas certain du chiffre, et plus de 200 000 sans-abri. Nous avons heureusement en cette année 1906 des choses un peu moins tristes à vous annoncer, et notamment le véritable premier vol, peut-on dire, d'avion. Qu'on nous permette, sur ces images du premier oiseau d'Adair, d'abandonner le temps d'une minute cette impassible objectivité qui est la règle au sein de la petite gazette télévisée. Il n'est pas possible, en effet, de revoir l'envol de Santos Dumont à Bagatelle, ou les 50 premiers mètres parcourus dans les airs à 2 mètres du sol par le biplan de Voisin, sans s'exalter à la foi prodigieuse de ces hommes de chez nous qu'aucun échec n'a rebuté et qui, au péril de leur vie, prouvent quotidiennement au monde que l'ingéniosité humaine peut vaincre la pesanteur terrestre. Vous avez reconnu bien sûr Farman lors de la première liaison aérienne entre les deux villes de Châlons et de Reims. Et l'ingéniosité des uns, le courage des autres font qu'en cette année 1908, on ose tout entreprendre, même de s'envoler de la surface liquide de la Seine pour planer au gré des vents. Et voici Bossoutreau, 5h18 aux commandes, coupé du reste du monde.
et Bradejon-des-Moulinets, 1100 km d'une seule traite, 11h40 de lutte. Les records à peine établis pulvérisés, des appareils de plus en plus puissants, de plus en plus sûrs. Bientôt, à la portée de chacun de nous. Et puis, nous avons vu arriver des appareils lourds qui sont restés au sol et qui, tout au long des siècles, sont restés au sol, en évoluant d'ailleurs de forme et de couleur selon les capitales. Je veux parler des autobus. Et à cette époque, on ne les appelait même pas des autobus, on leur donnait le nom curieux d'omnibus à moteur. Blériot, de l'autre côté de la Manche, c'est évidemment un événement extrêmement important et quoi qu'il puisse se passer par la suite en ce qui concerne l'aviation terrestre et même l'aviation interplanétaire, ça restera également une date. On osait y croire. D'aucuns avaient fait de savants calculs prouvant que la falaise britannique était plus haute que l'altitude maximum de l'engin. Louis Blériot, lui, savait qu'auprès de Douvres, il existait un unique point possible d'atterrissage. Et dans la brume matinale, un drapeau de France lui a servi de point de repère. L'exploit le plus extraordinaire du siècle était accompli d'un coup d'œil. Oui, de ce jour, l'Angleterre n'est plus une île et la France a conquis la maîtrise du ciel. Paris ne s'y est pas trompé qui a fait à Louis Blériot le triomphe que les Romains faisaient à leurs empereurs victorieux. Alors là, j'ai peut-être laissé agir un petit peu mon côté chauvin, mon côté français, parce que tout de même, le 31 avril 1909, il y a eu aussi une chose extrêmement importante. Toutes les salles de rédaction ont reçu un télégramme, ce télégramme étonnant que je vous lis. Atteint pôle Nord, 31 avril 1909, découvert terre extrême nord, revient à Copenhague par Haumer Hans Eggen, signé Cook. Cook et Perry avaient découvert le pôle Nord en cette année. Les autres événements, mon Dieu, un peu plus légers, enfin un peu moins froids, un peu plus chauds, pourrait-on dire. La Veuve Joyeuse, par exemple, était créée, la Veuve Joyeuse de Franz Lehár, créée à Paris. Et puis nous retombions tout de suite dans le domaine, comment dirais-je, dans le domaine de l'art. On présentait un film, le premier film, dit film artistique, et qui s'intitulait L'assassinat du duc de Guise. Ouais. Méfiance. Ouais. Voilà donc le duc de Guise assassiné en la personne de Monsieur Le Bargy, je crois. Et nous arrivons au mois de septembre de cette année 1909 que nous allons maintenant terminer en vous donnant des nouvelles d'aviation. Parce que quand quelque chose démarre, et l'aviation avait bien démarré en cette année, eh bien, ça continue. Un grand meeting d'aviation avait lieu le 29 septembre. Et les frères Wright viraient autour de la Statue de la Liberté à New York. Et en somme, on aurait pu terminer cette année sur une excellente note. Tout aurait pu se passer extrêmement bien si le 17 décembre n'avait paru un petit arrêté qui devait d'ailleurs par la suite faire encore longuement parler de lui.
c'était la création d'un nouvel impôt. Vous me direz, en France, les nouveaux impôts, il y en a presque tous les jours. Oui, mais alors celui-là, il est tout de même assez solide, n'est-ce pas? C'était l'impôt sur les revenus. Feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Je suis désolé de vous quitter sur une si triste nouvelle, mais journalisme is journalisme, nous sommes là pour dire la vérité, quoi qu'il puisse nous en coûter. Sur ce, et en vous ayant annoncé l'impôt sur les revenus, permettez-moi de m'en aller. C'est dans une revue dont le titre est un résumé saisissant de l'esprit parisien, satire bouchonne, que Maurice Chevalier affirme sa taille et son talent. Le tout Paris de l'époque est rassemblé à l'orchestre, sans se douter peut-être qu'il assiste chaque jour davantage à l'éclosion d'un nom, d'un tempérament, d'une vedette. Ce trait de mon caractère, ne le criez pas trop fort. Les gens dans les affaires n'aiment pas les gosses, ça me ferait du tort. Demain, j'ai 20 ans, si j'en crois mes artères. Mais si j'en crois mon cœur, mes amis, je n'ai que 18 ans et demi. Quel insigne honneur que d'avoir dans une salle de spectacle le roi et la reine des Belges. Albert Ier, que le monde reconnaissant et admiratif appellera dans quelques années le roi chevalier. Colette, son époux Willy, Cléo de Mérode, Yann de Pougy, et enfin la belle Otero et ses danses espagnoles, au cours desquelles les hommes se giflent, se provoquent en duel, tandis que les princes du sang s'évanouissent d'aise. Une fois, un pauvre gars, et l'on l'enlève, et l'on l'enlève. Il y avait une fois un pauvre gars qui aimait celle qui ne l'aimait pas. Et il y a même Polaire, dont le physique et le talent sont tant discutés. Moralité, on ne peut pas plaire à tout le monde. Apporte-moi demain, et l'on l'enlève, et l'on l'enlève. On y rencontre aussi cet Anglais qui chante en français avec un accent si amusant. Fragson, Mr. Fragson, of course. A-t-elle souri, le paradis n'a rien d'aussi joli que les charmes de ma blonde. Je n'aime qu'elle au monde. Ses yeux charmeurs, ensorceleurs, c'est tout mon bonheur. Et même Mistinguett. Mais quand avez-vous rencontré Mistinguett pour la première fois? Il y a quelque temps, enfin. Vous savez, j'étais amoureux, moi, de Mistinguett depuis que j'avais 13 ans. J'allais la voir à la galerie, à l'Eldorado, et j'étais absolument fou de cette femme-là qui représentait tout ce que je pouvais aimer, physiquement et même dans sa manière de chanter et de travailler. Et j'avais environ 15 ans et demi, j'étais copain avec un comique de l'Eldorado qui s'appelait Bépoil, qui était un type très gentil, et à qui j'avais dit mon sentiment de gosse, mais de gosse très, très sérieux, pour Mistinguett. Alors il m'a dit, veux-tu que je te la présente un soir? Vous pensez, c'est comme si on m'avait demandé si je voulais rencontrer, je ne sais pas moi, Jésus-Christ, tu vois. Alors je suis allé un jour dans les coulisses, il m'a amené dans la loge de Mistinguett. J'ai cru que j'allais me trouver mal, j'avais des vapeurs, j'avais des sueurs, et elle m'a regardé très gentiment d'abord, elle m'a dit, alors vous êtes artiste? Comment vous vous appelez? Ben, je dis, je m'appelle Chevalier, madame. Elle me dit, ben écoutez mon petit Chevalier, je crois que vous allez faire une belle carrière parce que vous avez une belle petite gueule. Remarquez que j'avais 15 ans, on change.
Ah, tiens, une idée. La fenêtre. Mon Dieu, mon gaillard. Mon gaillard. Non. Ça y est, je suis cuit. Mon gaillard. Mon Dieu. Oui, trouver quelque chose. Excuse. Excusez-moi, non, ça va. Foutu, merde, je suis foutu. Je suis foutu. Ouais. À moi. À moi. À moi. Merci. Merci. Pardon. Pardon. Rachat. Rédemption. Travail. Rédemption. Honnête homme. Honnête homme. Merci, merci. Merci. Quelle bonne femme. Quelle bonne femme. Ah, non, pardon. Vous n'avez pas vu, je fais une photo.
J'arrive de faire le tour du monde en 80 jours. Je vous demande pardon de parler avec un chapeau sur la tête, mais je l'ai acheté en Angleterre, je ne sais plus le sortir. On me l'a mis là-bas. Attendez, je vais essayer encore une fois. Encore une photo tant que j'y suis. Voilà, j'étais obligé de le faire sauter. Il m'a mis une épingle anglaise, je ne savais pas m'en débrouiller. Ah, que je vous raconte un petit peu ma vie, que j'arrive seulement maintenant. Pardon. Oh, c'est pareil, la technique, je vous jure. J'arrive de mon tour du monde en 80 jours. Je le mets toujours comme ça parce qu'il y a toujours une occasion d'appuyer. Oui, j'ai mis 5 ans pour faire le tour du monde en 80 jours parce que j'ai eu des difficultés au départ en France. Il m'a fallu 2 ans et demi pour avoir les papiers. On m'a fait courir dans les bureaux, administration par-ci. Et puis alors, j'ai été prisonnier également des Anglais pendant 1 an, à l'occasion de la guerre russo-japonaise. C'est vous ce qu'il y a d'anglais dans cette guerre russo-japonaise. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des Anglais dans toutes les guerres. Pas sur les champs de bataille, mais enfin, à côté, là, deuxième bureau, intelligence service. Alors, je me suis habillé en anglais, comme ça, je suis à peu près tranquille, je passe inaperçu n'importe où dans le monde. Mais ce n'est pas en faisant l'anglais que j'ai gagné ma vie. J'ai gagné ma vie en pensant que j'étais là pour justifier d'abord les ambitions de Jules Verne, le tour du monde en 80 jours, et puis ensuite en travaillant pour la télévision française, car moi je reste attaché à ceux qui m'emploient. Alors, j'ai trouvé 2 formules, j'ai fait des photos pour les journaux qui parlent de la télévision, c'est un bon débouché, oui, hop, je les vends. Et puis alors j'ai fait des films pour la télévision, j'ai fait d'une pierre 2 coups, quoi. Alors les films pour la télévision, j'ai profité, j'ai tourné dans tous les pays qui n'existeront plus demain. C'est fou ce qu'il y a comme pays qui sont appelés à disparaître. La Mandchourie, la Russie, un tas de pays. Alors j'en ai profité, toutes les frontières qui sont un peu fragiles, je les ai filmées. Tous les douaniers, tout ça, tout ce qui n'existera plus dans quelques temps. J'ai gardé bien entendu l'exclusivité de tout ça, en réservant mes droits d'auteur pour mes enfants plus tard, pour qu'ils aient une bonne situation, et pour qu'ils aient des rentes, quoi, des revenus. J'ai gardé l'exclusivité pour la télévision française. Alors, je vais vous montrer maintenant, si vous êtes bien disposé, ça vous changera un petit peu de Télé Paris, quoi. Ça tient toujours l'émission. Je vais vous montrer ce que j'ai filmé un peu partout dans le monde. Vous allez voir, ça vaut la peine, un peu d'attention, et vous ne serez pas déçus. J'ai fait 3 fois le tour du monde, et les dangers font mon bonheur. J'aime le ciel quand le ciel gronde, la mer quand elle est en fureur. J'ai fait 3 fois le tour du monde, et les dangers font mon bonheur. On vit venir souvent à nous une frégate d'Angleterre qui fondait la mer et les flots, c'était pour attaquer Bordeaux. Buvons un coup, buvons-en 2, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours. Of course I'm a Frenchman, but I love New York. That's why I can sing, and with all my heart. I'm a Yankee Doodle dandy, a Yankee Doodle Parisien, a real-life nephew of my Uncle Sam, born on the 14 juillet. I've got a Yankee Doodle sweetheart, her name is Sophie Tucker. A Yankee Doodle came to London just to ride a pony. Y a le jeu, y a l'amour et le hasard. D'un côté, y a l'église et là, les bars. À Las Vegas, à Las Vegas, à Las Vegas, à Las Vegas. Dans les bars, on y joue, on perd.
scalinatella longa, 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 stritulella, stritulella, addosta che innamoratella, non sagli ancora zucco, 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 zucculilla, zucco. Voyage, combien d'orages, que de naufrages, mais en retour, au sein des fêtes, que de conquêtes, que d'amour et de sans amour, italienne, circassienne. Oh, c'est Antoine Philippe, quel voyageur et quel lâcheur. Je vais maintenant donner l'antenne à Jean-Marie, Monsieur Jean-Marie Laurent Panchenier, qui va vous donner la suite de cette gazette télévisée. À bientôt. Oh, pardon. Excusez-moi, j'étais en train de chercher les informations, les dernières informations. Enfin, celles de la semaine dernière, comme d'habitude. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Vous savez que les informations, comme dit un de nos grands chefs, ce n'est rien du tout. L'essentiel, c'est qu'on fasse un grand spectacle. Alors, à la Gazette, faisons le spectacle. Musique, s'il vous plaît. Chers amis, bonsoir. Nous sommes en 1909-1910, politique intérieure, tout va très bien en France. Clémenceau est tombé, Briand succède, ensuite ce sera Caillot. De toute façon, c'est Radical et compagnie, et vous le savez, un gouvernement de gauche qui fait une politique de droite. C'est toujours comme ça en France, on peut même imaginer un gouvernement de droite qui fasse une politique de gauche. Il y a évidemment une certaine instabilité gouvernementale, mais elle est compensée par une extraordinaire stabilité administrative. Et si vous apparteniez à cette maison comme moi, vous sauriez ce que c'est l'administration et combien elle est solide. Il y a certes des grèves. Vous savez que la CGT existe depuis peu de temps. La CGT a lancé toute une vague de grèves. Rien qu'en 1910, il y a eu 1502 grèves dans 14 175 établissements. Mais enfin, la France pêche à la ligne, elle va canoter sur la Marne, elle joue à la manie et à l'écarté, tout va très bien. L'agriculture, l'industrie, les finances même, à tel point que nous faisons de véritables placements de pères de famille à l'étranger. Par exemple, l'emprunt russe, 8 milliards de francs lourds en Russie. Cela signifie que nous contrôlons le transsibérien, que nous contrôlons les pétroles du Caucase, et puis pourquoi pas, nous pourrions même imaginer que nous contrôlerons un jour la politique. Nous pouvons être fiers d'être français, l'argent, notre argent, est bien placé. Passons maintenant à la politique étrangère. En politique étrangère, en 1910, un événement regrettable, la mort d'Édouard VII. C'est lui, l'auteur, en fait, de l'entente cordiale. Que va devenir cette entente cordiale? Vous le savez, depuis 6 ans, elle va qu'à un quart. Ce n'est pas, après tout, une raison, parce que le prince de Galles aimait les boulevards parisiens ou la plage de Biarritz, ce n'est pas une raison pour que nous aimions le porridge ou que nous aimions la Tour de Londres. Évidemment, il y a en France beaucoup de gens qui ne pardonnent pas à l'Angleterre l'assassinat de Jeanne d'Arc, le martyre de Napoléon. Il y en a qui disent qu'Albion va nous prendre toutes nos colonies. Et enfin, à quoi peut servir l'Angleterre pour la France puisqu'elle n'a même pas d'armée?
on nous fait une fois de plus le coup du téléphone. Excusez-moi. Allô? Oui, oui. Oh, pardon, oui, monsieur le chef de cabinet. Non, monsieur le chef. Oui, certainement, oui. Non, je n'y manquerai pas, monsieur le chef de cabinet. Oui, merci, monsieur le chef. Voilà ce qu'on dit, voilà ce que disent en fait certains Français, mais il ne faut pas vous imaginer une seule minute que c'est la majorité des Français. En fait, la France est très heureuse de cette entente cordiale qui existe, qui est solide et qui sera extrêmement solide. C'est un événement qui va durer et nous pouvons être sûrs. Bon, pour le reste, passons rapidement. Nous sommes au Maroc, malgré le roi de Prusse, et nous y resterons. Les Italiens, eux, sont bien en Tripolitaine depuis cette année, 1911. En Amérique, le président Roosevelt, Theodore Roosevelt, s'occupe de construire le canal de Panama. Et lui, il a l'air d'y réussir. En Chine, alors là, écoutez bien, en Chine, un coup d'État, une révolution, la République de Sun Yat-sen. Et ça, c'est quelque chose de très considérable. De cet événement vont découler deux séries de faits. D'abord, tout le monde, à partir de maintenant, va parler du péril jaune. Et puis ensuite, dans toutes les écoles de France, les petits écoliers vont collectionner le papier d'argent pour l'envoyer aux petits Chinois. Et c'est très étrange, vous me direz qu'il serait préférable de prendre le chocolat qui était à l'intérieur du papier. Mais non, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette affaire, c'est que les famines de Chine sont tellement redoutables que les petits Chinois sont obligés de manger du papier d'argent. Et nous en arrivons, hélas, aux grandes catastrophes de 1911 et de 1912. Cela commence par la France, pour la France, par un deuil. Le vol de la Joconde. Mona Lisa a disparu, son sourire n'éclaire plus le Louvre. Inimaginable. Nous ne saurions imaginer un autre qualificatif pour cette affaire qui défie toutes les lois de la raison. Un maniaque étranger, un Arsène Lupin, on se perd en conjectures. Nous avons nous-mêmes repris l'enquête. Au Louvre, où le gardien, malgré son émotion visible, a pu nous rappeler en quelques mots l'histoire de Mona Lisa. Amené par François Ier, emmené par un inconnu. Nous avons ensemble tenté de reconstituer le forfait. Oui, sans doute est-il entré, les mains vides, pour repartir avec sous son bras le célèbre sourire. Mais pourquoi le saurons-nous jamais? L'affaire de la bande à Bono, ensuite. Toute la société est indignée par les activités meurtrières de cet individu sinistre. Il se prétend anarchiste, les bonnes gens ricanent et disent, évidemment, ces anarchistes, nous le savions, ce sont tous des bandits. Et Bono et sa clique seront finalement liquidés. Avril, l'anarchiste Bono, inventeur du premier hold-up en voiture, est cerné avec sa bande par la police à Choisy-le-Roi. Bataille féroce, des morts, Bono se suicide de 2 balles dans la tête. Ce paquebot britannique, 271 mètres de long, appartient à la White Star Line et navigue dans les eaux de l'Atlantique Nord. 14 avril 1912, il est 23h36 exactement. La nuit soudain fraîchit terriblement. Quelle est cette forme blanche encore indistincte? Les hommes de quart donnent l'alarme. Mais il n'y aura rien à faire car ce paquebot, c'est le Titanic. Et le bloc formidable de glace va écraser ce navire de 60 000 tonneaux comme un simple jouet d'enfant. Au large de Terre-Neuve, contre la montagne de glace à la dérive, la masse d'acier dont les hommes ont fait le plus beau paquebot du monde va se plier, se déchirer, s'ouvrir, s'effilocher comme un tissu léger. Une fusée SOS tente d'alerter les autres bâtiments qui pourraient être non loin de celui-ci. Aucun, malheureusement, n'arrivera à temps. Pendant un bon moment, pourtant, l'espoir soutient les passagers. Ayant passé leur ceinture de sauvetage, ils grimpent vers le plus haut pont. Mais là, tandis que l'orchestre du navire s'est mis à jouer comme si de rien n'était, tous ceux qui sentent que maintenant l'heure est venue entonnent l'hymne « Plus près de toi, mon Dieu ».
Puis, la panique va prendre le dessus. On a jeté les chaloupes à la mer et selon le règlement, les passagers des premières classes y ont droit avant ceux de seconde. Même devant la mort, la dérisoire inégalité humaine demeure dans sa stupidité féroce. Les dernières minutes sont hallucinantes. L'eau pénètre partout, ravage tout, balaye tout. Le Titanic, géant des mers, va s'enfoncer dans le néant. Et les vagues qui naîtront des remous de ces 60 000 tonnes qui sombrent viendront déferler sur les embarcations de sauvetage. « 1500 morts, c'est à l'époque la plus horrible catastrophe maritime de tous les temps. Et enfin, hélas, je vais terminer le journal sur le dernier événement de l'année, l'un des plus graves certainement, c'est la reprise des guerres balkaniques. Une de plus et certainement pas la dernière. Je suis désolé de finir le journal... Ah non, non, 1913, une bonne nouvelle, Mona Lisa, la Joconde, est retrouvée. Eh bien oui, elle est revenue et son sourire a ramené le soleil au musée. Le coupable, c'était ce Perugia qui la cachait sous son matelas. Pourquoi, à quelle fin, on ne le saura sans doute jamais. Tout est bien pourtant qui finit bien, Mona Lisa n'a jamais amené autant de succès que depuis sa fugue. Tout va bien, la France respire et mon successeur pourra vous dire comment. Bonsoir, chers amis. Et en 1912, Monsieur Pinchenier, vous avez oublié que l'Arizona est devenu le 48e État des États-Unis? Maintenant qu'elle a plus d'étoiles sur son drapeau que le plus gradé des officiers supérieurs de la vieille Europe sur sa manche, elle va pouvoir faire entendre l'Amérique sa voix dans le concert international. À cette époque-là, un autre garçon faisait aussi ses débuts dans la vie. Il avait choisi, lui aussi, un métier difficile. Il devait réussir, lui aussi, avec le même éclat que Maurice Chevalier. Après plus de 50 ans, les deux jeunes garçons du début du siècle se retrouvent avec le même plaisir qu'au premier jour. Bonjour Georges. Bonjour Maurice, comment vas-tu? Je suis très très heureux de t'avoir à la maison, parce que tu sais que j'ai été un admirateur de toi depuis ma grande jeunesse. Tu comprends, tu sais que je t'ai admiré, que tu étais non seulement un demi-dieu, mais que tu étais l'idole de toute la jeunesse de cette époque-là, évidemment. Ce que tu es maintenant, quoi. Non, encore, je dirais. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais toi, tu as été quelque chose dans le sport de tellement unique, tu comprends, parce que j'ai été dans tous les pays, j'ai vu les grands de la boxe dans tous les pays, et dans aucun pays, il n'y a un homme qui a été champion de chaque catégorie à mesure que sa croissance le menait à un poids supérieur. Et ça, c'est une histoire unique en boxe, tu comprends? Tu es le plus grand bonhomme de boxe que la France a fait et probablement fera. Alors je suis très content. Et quand je pense qu'il y a 50... ne rougis pas, il y a 54 ans qu'on se connaît. Hein. C'est bien sûr que c'était moi il y a 54 ans. Oui, c'est toi, je reconnais tes yeux. Oui, 54 ans. Alors tout ce qu'on peut souhaiter, vois-tu, eh ben, c'est que dans 54 ans, on puisse être encore réunis tous les deux pour dire bonjour à tout le public de France. Hein? C'est gentil. Moi aussi, je voudrais bien me retrouver avec toi il y a 54 ans. Eh ben, espérons, pourquoi pas, avec les nouvelles pilules, tu sais, ça peut arriver. Hein? D'accord. Quand on est tout môme et qu'on vient à Paris, que veut-on voir le premier soir? Avant l'opéra, les musées, les Tuileries, que veut-on voir rempli d'espoir?
On veut choisir aussitôt sans manière, ou casino, ou folie bergère. On a juste 16 ans, on y vient en tremblant, folie bergère. On hésite primo entre le casino, folie bergère. On y voit des femmes nues, on en est tout ému, folie bergère. On prend un air blasé, mais on regarde de côté, folie bergère. On a passé 30 ans, on y vient en flambant, folie bergère. On est fiers maintenant, on est au premier rang, folie bergère. Nous voici aux Folies Bergères, où, il y a 52 ans, en 1908, je débutais comme vedette de la partie musicale dans mon tour de chant. Un critique très important, très influent de l'époque, Fernand Nausière, écrivit le lendemain de mes débuts. D'où sortait cette espèce d'escogrie flashée sur la scène de notre premier musical? Qui avait engagé ce laborieux et pénible comique pour paraître ainsi au centre de numéros de premier ordre? Et d'une vulgarité en plus de tout cela? Cette chanson sur le chef-d'œuvre de Henri Bataille, L'Enfant de l'amour? Quelle ordure! Mais tandis que Nausière était dur avec lui, Colette écrivait. Très bon musicien d'oreille, danseur né, Chevalier aurait pu s'abandonner à son instinct du rythme et nous séduire au même titre qu'un spectacle de danse ou de chant. C'eût été là le côté facile de sa mission, mais chez lui, tout est tact et vigilance. À une matinée du jeudi à l'Alhambra qui porte maintenant votre nom, Miss Tinguette, je crois, se trouvait juste assise à vos côtés. Oui. Je me souviens très bien. J'étais déjà en vedette depuis 1 an aux Folies Bergères et j'avais appris que Miss Tinguette, ma Miss Tinguette, mon rêve, allait jouer la prochaine revue et que, plus que probablement, comme j'étais le seul dans cette troupe où il y avait de grands comédiens, mais des comédiens d'âge, j'étais le seul à savoir danser, à savoir faire un tas de choses modernes, n'est-ce pas? Et il était convenu que je devais faire un sketch, on m'avait annoncé cela, avec Miss Tinguette. Et le jour où je me suis trouvé à une matinée de l'Alhambra pour regarder le spectacle, tout d'un coup, dans la loge, à côté de la mienne, arrive une très jolie fille de cette époque-là qui s'appelait Lantelme, avec Miss Tinguette. Miss Tinguette se met juste sur le bord de la loge. Il y avait un petit, très mince, n'est-ce pas, une cloison très mince qui nous séparait. Et en regardant comme ça, je voyais le profil de cette femme que j'adorais, n'est-ce pas? Tout d'un coup, elle commence à regarder la salle, commence à regarder qu'est-ce qu'il y avait dans la loge à côté d'elle, et m'aperçoit. Elle semble se demander qu'est-ce que c'est que ce... Je connais ce visage-là. Et elle me dit, mais vous n'êtes pas chevalier? Et je dis, si madame, si madame. Ah, ben elle dit justement, je viens d'apprendre que dans la prochaine revue que je vais jouer aux Folies Bergères, on vous fera jouer avec moi. Ah, j'ai dit, madame, vous savez, je vous assure que je pourrais très bien jouer avec vous, ça ne sera pas difficile du tout, parce que j'ai une très grande admiration pour vous depuis tellement de temps. Alors elle m'a regardé très gentiment. J'ai encore eu un peu de vapeur, et mon Dieu, ça m'a fait une après-midi très très émouvante. Collé tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il me touche, c'est fini. Je suis à lui quand ses yeux sur moi se posent. Ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi. Je sens qu'il me ferait venir infâme, mais je ne suis qu'une femme et je l'ai tellement dans la peau. Les Folies Bergères ont toujours joué un rôle très important dans votre vie.
Dans votre carrière et puis aussi dans votre vie sentimentale, puisque en 1909, les répétitions avec Mistinguett ont commencé justement sur la scène des Folies Bergères. Oui, oui. Oui, le jour de la première lecture des rôles, je me rappelle très très bien, j'étais sur la scène, tous les artistes étaient là, et le metteur en scène, l'auteur de la revue, qui s'appelait P.L. Flers, m'appela chevalier. J'arrivais devant, n'est-ce pas, devant lui. Il appela Mistinguett et il nous expliqua que nous allions faire une scène dans la revue qui s'appellerait la valse renversante. C'est-à-dire qu'après une scène comique où tous les deux nous aurions eu des textes et des chansons à chanter, nous devions nous mettre à valser, tous les deux, serrés l'un contre l'autre, et valser d'une manière si électrique que nous faisions tomber les meubles, tomber la table, tomber le buffet, et que finalement, après avoir fait dégringoler toutes les chaises et les meubles de la pièce qui était sur la scène, nous faisions un genre de saut périlleux, toujours valsant, sur un canapé qu'il y avait là. Nous nous enroulions dans un tapis pour nous dérouler après, n'est-ce pas, sortir du tapis, valser près de la fenêtre et disparaître par-dessus la fenêtre. C'était la fin de la danse. Les répétitions furent adorables. Mistinguett, de plus en plus, à mesure que je la connaissais, me plaisait de toutes les manières, parce qu'elle avait la gouaille, parce qu'elle avait le chic, parce qu'elle avait quelque chose de noble et de terriblement populaire. En somme, mon Ménilmontant s'y retrouvait très très bien avec elle, et elle me plaisait infiniment. Et un jour, mon Dieu, vous savez, ces choses-là, ça doit arriver probablement quand on les désire tellement. Un jour, en nous enroulant dans le tapis, quand nous étions tous les deux dans ce tapis, absolument séparés du reste du monde, ben mon Dieu, nous avons compris ce jour-là qu'il n'y avait pas besoin de chercher l'amour ailleurs. Ça fait un joli couple. Les petites femmes sont admirables et toutes semblables à des oiseaux. Elles agitent leurs doigts mignons et frêles comme des ailes de passereaux. La fine menotte ou pique tricote quand elle se coiffe aussi en faisant comme ceci. Leurs gestes sont toujours jolis quand elles jouent de l'éventail ou de leurs yeux avivent les mailles.
quand elle pianote, quand elle tapote, barbissimo, dégueulant d'eau, quand sur leur minois joli, elles mettent la poudre de riz. Je le proclame, les mains de femme sont les bijoux dont je suis fou. C'est une belle histoire. Une belle histoire pendant une belle époque. Mais nous sommes en 1913 et les années qui viennent vont permettre à Maurice Chevalier et à bien d'autres de montrer que pour défendre sa joie et ses raisons de vivre, un homme peut trouver la force de mourir. C'est dans le résumé de ces années que nous allons découvrir que Maurice Chevalier n'est pas un personnage d'opérette, mais un homme, tout simplement. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ba-da-da-da. Ba-di-da-da-da. Ba-wa-ri-ta-ti-la-da. Ba-du-da-du-de. Ta-ra-ra-ra. Faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Pa-dou-da-ri-ta-ti-li-da.